Les podcasts du Figaro. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Pour moi, c'est le Molière de notre époque. Car du fond de la terre provençale, je recevais l'écho du galop de mon cœur. Marseillais et immortel, Marcel, tu exagères. Les méridionaux sont menteurs. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Alors si tu me veux pas, ou je meurs ou je deviens fou. Tais-toi, Lucille, tais-toi, allez, viens. La pomponnette. Les films ont commencé à parler. Nous avons fait des films avec Pagnol en amis. Nous nous rencontrions, et si on avait le temps, on faisait du cinéma. J'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules. Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Marcel Pagnol. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion des 50 ans de la mort de l'écrivain, nous dressons le portrait de ce Provençal hors norme et de son œuvre ensoleillée. Dans ce troisième et dernier épisode, nous serons aux côtés de l'écrivain cinéaste et de sa femme, alors qu'ils affrontent un drame qui les brisera à jamais, la perte de leur fille Estelle. Nous accompagnerons ensuite Marcel dans sa traversée du désert et son retour sur le devant de la scène littéraire grâce à la publication de ses souvenirs. Enfin, nous lèverons le rideau sur sa chambre de malade pour donner à voir le dernier acte de sa vie d'homme. « 22 février 1954. À Monaco, un terrible drame frappe Marcel et Jacqueline Pagnol. Ils perdent leur petite Estelle, foudroyée par une crise d'acétonémie. Ils ont perdu le plus inutile et le plus indispensable. Ils ont perdu Estelle, le plumet du chapeau, comme ils disaient, leur petite fille de 2 ans et demi. En se tenant par la main, Jacqueline et Marcel reviennent du cimetière de Monte-Carlo, où ils viennent d'enterrer l'enfant radieuse. Ils ferment un à un les volets de la Lestra, leur villa monégasque. Ils n'y reviendront plus. Ils y avaient élu domicile avant la naissance d'Estelle, et Marcel, non sans un rien de fierté enfantine, participait à la vie de la principauté. Les Pagnol étaient devenus des habitués du palais, de ses bals, de ses spectacles, de ses fêtes. Le bonheur s'en est allé. Jacqueline et Marcel quittent Monaco en toute hâte. Le soir même des obsèques, ils prennent avec leur fils Frédéric le train bleu pour Paris. Dans son wagon-lit, Marcel ne dort pas. Les yeux rivés au plafond, il pense à tous ceux qui ont disparu ces dernières années, creusant chaque fois en lui une faille et sur son visage une nouvelle ride. Il y a eu Rému, mort en 1946 au cours d'une intervention chirurgicale qui, selon les médecins, était bénigne. Il ne s'est pas réveillé. Que de fois le torchon a brûlé entre Jules et Marcel. Mais aujourd'hui, il donnerait n'importe quoi pour entendre Rému faire étalage de sa mauvaise foi à la terrasse du Fouquet's ou chanter Bergère Volage, tandis qu'il prépare une bouillabaisse dans sa villa de Bandol pour une dizaine d'amis. Vincent est parti à son tour, en 1952, avec sa guitare et ses chansons. Tout le monde les fredonne. Elles sont si familières qu'on en a oublié qu'elles avaient été composées par lui. Tout doucement, Marcel murmure un refrain, celui de la petite Tonkinoise. Et le tournage de Manon des Sources. Ce fut comme si les années n'avaient pas passé, comme si tout recommençait à la treille. Entre deux plans, on jouait à la pétanque ou à la belote, et comme jadis, on s'attardait à table, tandis que Marcel régalait toute la compagnie avec ses histoires. Allongé sur le dos, Pagnol sent venir des larmes. Il ne s'apitoie pas sur lui-même ou le temps qui fuit, non. Il pleure Estelle, Joseph, Jules, Vincent, sans faire de bruit. Comme il a pleuré Augustine et son jeune frère Paul, mort en 1932. Le
le cœur en miettes. Marcel sait bien que la vie, malgré tout, va reprendre. Les humains sont ainsi faits. Ils chancellent, puis se relèvent et reprennent leur marche. Surtout lui. Après la mort d'Estelle, il se préparait à tourner plusieurs lettres de Montmoulin de Daudet, dont l'élixir du révérend père Gaucher. Quelqu'un lui avait dit que les Prémontrés continuaient à fabriquer cette liqueur en leur abbaye de Saint-Michel de Frigolet, en Provence. Et s'il allait les voir, leur supérieur accepterait peut-être qu'il tourne dans le monastère. Déjà, Pagnol échafaude toute une stratégie d'approche. Il se fera accompagner par des amis, de préférence des catholiques pratiquants. Il pourrait même, si le père abbé montre un esprit ouvert, lui parler de la pièce qu'il mijote sur Judas. Le personnage le fascine. Marcel ne cherche pas à réhabiliter l'Iscariote, mais il n'est pas convaincu que le disciple maudit est trahi. Judas gérait l'intendance du groupe. Il n'avait aucun besoin de 30 deniers. Il lui aurait suffi de puiser dans la caisse. Si Judas a livré le Christ, c'est parce que quelqu'un devait le faire. Et ce rôle ingrat entre tous avait été dévolu à Judas par Jésus lui-même. Tandis que le train bleu entre en gare de Lyon, Marcel n'a plus qu'une hâte, se remettre au travail, pour adapter au plus vite les lettres de Daudet et reprendre sa pièce sur l'Iscariote. La petite ombre d'Estelle ne le quittera pas. Une ombre, chacun le sait, ne vous quitte jamais. Il est con, enfant! C'est écrié le merle des Indes que Jacqueline lui a offert, et Marcel, comme à chaque fois, éclate de rire. Même aujourd'hui, alors qu'il fête ses 67 ans et que compter les années qui passent lui donne le bourdon. Fanfan n'a réussi à apprendre qu'une phrase, mais il l'a dit comme un vrai comédien, avec l'intonation qu'il faut. Cabotin va. Marcel, le téléphone! Pagnol reconnaît immédiatement la voix un peu nasillarde du maire de Marseille. Gaston Defferre lui annonce que le conseil municipal a décidé de donner son nom au nouveau lycée de Saint-Loup. L'inauguration aura lieu le 6 octobre 1962. Peut-on compter sur lui? Et comment donc? Son père ne le lui pardonnerait pas si Marcel se dérobait. Il n'en a d'ailleurs aucune intention, mais en raccrochant, il s'interroge. Les hommages depuis quelque temps pleuvent sur lui. A-t-on décidé de le statufier vivant, ou pense-t-on qu'il est cuit comme un poulpe? Lui-même, après l'échec des lettres de Montmoulin, puis de ses 2 pièces, Judas et Fabien, a cru qu'il était fini, pour le cinéma comme pour le théâtre. Il avait beau dire qu'il ne s'intéressait plus qu'aux mathématiques, à l'antimatière et à la conjecture de Fermat, il déprimait. Un beau jour, à l'occasion d'une discussion avec Hélène Lazareff, la directrice de Elle, naît l'idée d'écrire ses souvenirs d'enfance. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Le ciel de nouveau était plus bleu, et il se revoyait en culotte courte, les jambes toutes égratignées, à courir la garrigue avec Lily des Bellons. Il retrouvait tous les parfums, toutes les saveurs des collines, et l'orgueil ressenti quand son père est revenu de la chasse avec 2 Bartavel. Marcel n'a parlé à personne des souvenirs dont il a achevé le premier tome en état de grâce. Il l'a confié discrètement à Clément Pastorelli, un ami monégasque qui rêvait de devenir éditeur. Le jour où les premiers exemplaires lui parviennent, Marcel convoque tous ses amis à l'heure de l'apéritif. Les livres sont sur la table basse, à côté du pastis et du whisky. Chacun en reçoit un exemplaire. Marcel minimise la chose, mais le succès de La gloire de mon père est foudroyant. Quant à la deuxième partie, Le château de ma mère, ce sera une folie, un véritable feu d'artifice. Les souvenirs partent comme des petits pains. Et Pagnol est redevenu un roi. Après une émission à l'ORTF, les journalistes n'arrêtent plus de lui demander des entretiens. La France vient de découvrir le Marcel intime que seuls ses copains connaissaient, et le pays en redemande. Des adaptations de ses œuvres pour le petit écran, des cycles Pagnol suivront. Oubliez Judas, qui fut une telle déception, et Fabien, que le public n'a pas aimé parce que dans cette pièce, Marcel a lâché la bride au vieux fond de misanthropie que cultivent en secret ceux qui savent faire rire. Marcel a retrouvé une nouvelle jeunesse. Lui-même est devenu un passionné de télévision. Elle trône dans la salle à manger,
Et depuis, on mange à la table comme à la scène, tous du même côté. Maintenant, Marcel va frapper un grand coup. Il l'a annoncé aux amis. Il va écrire la vraie histoire du masque de fer. Et c'est cette somme qui restera de lui pour la postérité. Marcel Achard s'est aussitôt mis à vociférer. Mais on s'en fout du masque de fer. Et on s'en fout si Voltaire s'est aussi intéressé à l'affaire. Voltaire n'était pas capable de composer une pièce jouable. Rien n'y a fait. Marcel est convaincu que le masque de fer est le frère jumeau de Louis XIV. Et il le prouvera. D'ailleurs, il va de rechef écrire à Norbert Calmels, le supérieur de l'abbaye Saint-Michel de Frigolet, qui est devenu un ami et qui réside maintenant à Rome, où le pape l'a nommé abbé général des Prémontrés. Pagnol souhaite que son ami cuisine un peu des jésuites, car le confesseur de Louis XIII ainsi que celui de Louis XIV étaient des jésuites. Qu'il est con, Fanfan! Marcel regarde son oiseau parleur qui cabotine et ne résiste pas. Il a encore une fois éclaté de rire. « 18 avril 1974. Marcel a rangé son carnet d'adresses dans un tiroir. Il ne tient plus à l'ouvrir. Trop de noms ont été rayés. Parfois, il se surprend tout de même à égrener le registre des morts. Maupi, Ali Darouf, Cocteau, Steve Passeur, Blavette, Henri Janson et même Fernandel. Sa femme était venue chez les Pagnol un jour de février, il y a déjà 3 ans, pour dire que c'était la fin. Depuis leur querelle pendant le tournage de Carnaval, ils ne s'étaient revus que 2 fois, mais sans vraiment se reparler. Marcel s'était aussitôt rendu au domicile de Fernandel. Il était dans son lit, les yeux tristes. Alors Marcel lui a fait son numéro. « Tu sais quoi, Fernand ? On va refaire la trilogie et tu seras César. Il n'y a que toi qui puisses reprendre le rôle après Jules. Si c'était un autre, il ne me pardonnerait pas. Toi, ça lui fera plaisir. » Fernand souriait de toutes ses dents. « Allez Fernand, dans un mois tu es debout et on tourne. Longo maille, l'ami !» C'est maintenant à Marcel que ses copains viennent parler d'un projet qui ne se fera jamais. Parfois, il les écoute, mais le plus souvent, il les accueille d'un « Ça va, docteur ?» Et ils comprennent, s'éclipsent discrètement. Pourtant, Pagnol a cédé quand Raymond Pellegrin est venu lui proposer le tournage de 6 morceaux choisis pour la télévision, sur son œuvre et sa vie. D'abord parce que Raymond, depuis qu'il a joué Topaz, tout jeuneau encore, c'est un peu son fils adoptif. Ensuite, parce que retourner à Marseille et dans les collines de la Treille, ça lui faisait plaisir. Ce furent des vacances, les dernières. Et Marcel s'est régalé. Il est comme les fleurs et les plantes de la garrigue. Il lui faut la chaleur du soleil et de l'eau pour s'épanouir. Entouré d'affection et d'amitié, il est redevenu Merlin. 1 an plus tard, Marcel avait tant maigri que Jacqueline n'a plus cessé de le supplier d'aller faire des examens à l'hôpital américain. Face à lui, les médecins qui croyaient sans doute que l'auteur de Marius n'avait même pas son certificat d'études parlaient entre eux en utilisant des mots latins. Ah, les innocents, les couillons! Marcel, qui a traduit les bucoliques de Virgile, a enregistré tout ce qu'il disait. De retour chez lui, il écrit son testament et couche ses dernières volontés. Il rédige même l'épitaphe qui devra être gravée sur sa tombe. Il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Marcel veut reposer dans le cimetière de la Treille où il a acheté une concession. Joseph, son père, et Paul, son frère, l'y attendent. Pagnol demande également que sa mère et la petite Estelle soient réensevelies à ses côtés. Dans une autre lettre, Marcel refuse tout acharnement thérapeutique, cette laideur inutile. Ça ne sert à rien d'être prolongé d'1 mois ou 2, sinon rendre les choses plus difficiles, pour lui-même et pour ses proches. Il n'a pas dit à Jacqueline, à ses enfants, à son petit frère René, aux amis, qu'il se s'est perdu. Comme ça, ils peuvent encore plaisanter. Jouer la comédie comme il l'a fait lui-même avec Fernandel. Certains sont bons menteurs, mais la plupart sont lamentables. C'est égal. Marcel s'en amuserait presque. Peur ? Non, Marcel n'a pas peur. Il ne se révolte pas non plus contre l'inéluctable, mais il aimerait bien parler de tout ça avec monseigneur Calmels. Il craint de demander à Jacqueline de le faire venir, elle comprendrait. Mais Jacqueline a déjà tout compris. Et un jour, la porte de la chambre de Marcel s'ouvre sur monseigneur Calmels.
L'abbé général des Prémontrés s'est assis à son chevet en souriant. Ils ont un peu bavardé, plaisanté par habitude, par politesse. Et puis doucement, tout doucement, Marcel lui a demandé de le préparer pour le dernier acte. Marcel est mort 2 mois plus tard. Il est parti vers ces collines, vêtu d'un chandail de grosse laine bleue. Tout Paris lui a fait ses adieux à Saint-Honoré-des-Laux. Mais c'est à la Treille que Marcel a reçu le plus beau gage de l'amitié qu'il avait su inspirer. Tout de blanc vêtu, la tenue de deuil des maçons, Marius Broquier était là, immobile. Il avait passé plusieurs heures à cueillir des petites fleurs sauvages dans la garrigue, pour en faire une grande gerbe. Il n'a pas ménagé sa peine. Marius n'en a jamais été chiche quand il s'agissait d'œuvrer pour Marcel. Alors pensez si pour le bouquet il allait flémarder. On ensevelira Marcel au cimetière de la Treille, le village de ses grandes vacances. Il repose désormais au milieu des siens, au cœur de ses chères collines. Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Né dans la ville d'Aubagne, sous le garlabant couronné de chèvres au temps des derniers chevrillés. Si on fait des films avec Pagnol, en ami. Et si on avait le temps, on faisait du cinéma. Où je meurs, où je deviens fou. Merci d'avoir écouté ce dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Marcel Pagnol. Cet épisode a été adapté d'après un texte d'Irina de Chikov pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Blanche Tequi, Arthur Berda et Louis Chabin. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Pagnol est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines séries.